Je suis un Technical Account Manager attaché au département de vente 4D international. Donc c'est tout ce qui concerne les ventes internationales hors filiale, donc avec les distributeurs et certaines zones commerciales qui n'ont pas de distributeurs. Donc l'idée, c'est vraiment d'installer certains outils avant votre déploiement de serveurs, de manière à pouvoir ou anticiper ou pouvoir avoir des retours sur le comportement de votre serveur. Donc en fait, il est important en général de définir qui sera en charge d'un certain nombre de ces fonctions, de manière à savoir que faire dans tous ces cas-là. Normalement, c'est des choses qui sont prévues si vous faites des déploiements à l'extérieur de votre société. Donc en général, les personnes qui sont utilisatrices, l'avantage de 4D étant que l'administration est simple, n'ont pas besoin d'avoir forcément des énormes compétences. Et donc il faut leur mettre à disposition des outils qui soient simples. Donc c'est pour ce besoin qu'on a créé il y a déjà un moment un composant qui s'appelle 4D Info Report, qui est aussi connu sous Information Component, qui existe depuis déjà un bon moment et qui a été fait pour cela. Donc c'est pas forcément aussi complexe qu'une boîte noire, mais l'avantage c'est que ça permet vraiment d'enregistrer un certain nombre d'informations et ensuite de pouvoir se baser sur ces enregistrements. Donc il sert. Donc là j'ai repris un petit peu la présentation parce qu'il est disponible à travers Tao. Donc j'ai repris un peu synthétiquement les éléments qui sont expliqués dans le lien. Donc voilà le lien pour y accéder. Donc normalement, je pense que tout le monde connaît Tao, logiquement. Et donc dans Tao, vous avez sur la barre de gauche, alors moi c'est avec ma vue, donc je ne sais pas si c'est la même que vous avez. Donc vous vous loguez pour accéder à l'ensemble des sites 4D et vous êtes reconnu. Et ensuite vous avez sur la partie gauche une icône pour les documents. Et dans les documents, vous avez plusieurs onglets. Vous sélectionnez les process support et à ce moment-là, vous avez une liste des composants. Donc, si vous gardez le lien, vous l'avez sur les diapositives. Donc là, il y a à nouveau exactement ce qui est déjà disponible. Donc, c'est expliqué ou en français ou en anglais, avec les méthodes de base à mettre dans votre base hôte pour pouvoir avoir une meilleure utilisation du composant. Voilà, donc c'est vraiment simple à installer. En général, si vous avez déjà des composants, vous créez un dossier. Vous avez déjà un dossier qui s'appelle Components, qui est soit au niveau de votre application, soit au niveau de la base. Et puis là, on vous propose, donc en fait, dans le composant, il y a les méthodes partagées. Il y a une documentation, hein, je vous rassure. Et vous avez la possibilité donc d'avoir, par exemple, un dialogue comme ça. Alors le dialogue, je rappelle qu'au début c'est quand même un outil de support, donc il n'est pas là pour être vraiment très joli. Parce que l'idée c'est qu'il ne doit pas être trop gros, vu qu'il est distribué sur des configurations avec beaucoup de clients. Donc on essaye de ne pas trop charger la partie graphique, enfin la partie interface pour avoir quelque chose d'utilisable. Donc là en fait dans ce dialogue-là, qui est très simple, vous avez la possibilité à partir d'un 4D distant, de récupérer des rapports qui ont été générés sur le poste serveur avec ces critères par défaut. Donc là, c'est les éléments concernant le mois courant. Là, c'est les 100 derniers rapports, etc., etc. Donc on va voir ces deux fonctions-là. Là, c'est un dialogue comme si vous l'ouvriez en local. Et là, ça vous permet de modifier les réglages de la procédure stockée. Donc voilà la méthode de base qui est expliquée dans le process Tao, qui vous permet de lancer avec les réglages par défaut. Donc là, on les a reprécisés. Vous allez voir beaucoup d'exécuter méthode. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est que votre base hôte ne soit pas dépendante du composant. Donc pour pas qu'il y ait de lien qui empêche, par exemple, la base de fonctionner sans le composant,
On fait simplement un test de la présence du composant et on utilise exécuter méthode. Et à partir du moment où on nomme une méthode existante et partagée du composant, il va s'exécuter de la même manière que si on avait directement écrit à A4D, NP, etc. Donc c'est vraiment ce que je recommande pour l'utilisation des méthodes partagées de composants, de manière à ne pas tokeniser les commandes, enfin les méthodes partagées. Alors là, dans le cas où vous pouvez juste créer un rapport, ça permet déjà d'avoir un instantané de votre base, sans forcément déclencher une procédure stockée. Alors, simplement, comme il y a des limitations sur la manière dont fonctionne la lecture des paramètres, ce qu'il faut, c'est que vous créez cette petite méthode et que vous la partagiez de manière à pouvoir récupérer vraiment les paramètres de la base hôte et pas celles du composant, parce que ça ne présente pas un intérêt énorme de récupérer ceux du composant. C'est pour ça qu'il faut juste exécuter, en fait, au niveau de la base hôte, la récupération des paramètres. Alors, effectivement, erreur de paramètres, oui, on ne voit pas très bien, en fait, et je pense qu'il manque une ligne. Oui, on récupère... Ah non, lire le paramètre, d'accord. Ça permet donc d'exécuter dans la base hôte la lecture des paramètres pour récupérer les bonnes valeurs. Donc, le lien de téléchargement. Alors, en fait, cette slide est un peu ancienne parce que c'était celle du summit de Portland. Donc, en fait, il y a une mise à jour il y a quelques jours du composant. Donc, je vous invite vraiment à la récupérer. Elle s'appelle V4.9RU. Je suis désolé, c'est encore des... Là, j'étais un peu coincé avec des numérotations sur la V4.9. Donc, on passera ensuite à la V5 et ça sera plus simple. Donc là, où en fait, vous avez des versions pour la 14, la 15, mais même en archive, vous avez les mêmes fonctionnalités sur des versions plus anciennes. Donc voilà un peu un historique de ce composant. Donc il a été présenté au Summit aux US en 2011. Voilà vraiment les types de fichiers qui sont générés par défaut quand vous créez un rapport ou quand vous lancez une procédure stockée. Donc vous avez ce qu'on appelle le reprofiler. C'est des noms un peu anglais, désolé. Donc ça permet de récupérer des éléments descriptifs et de la machine et de la version de 4D utilisée, et du système, etc. Donc ça, ce fichier-là, par exemple, il peut vous être demandé au niveau de Tao quand vous déclarez un incident. Vous avez la possibilité directement de dropper un array profiler, ça vous évite de ressaisir certains éléments de description. Alors ça, ce fichier-là, il se déclenche, il se crée que si vous avez ce que j'appelle moi des attentions. Il y a deux types d'informations. Il y a des informations, donc ça c'est juste un rappel. Et il y a des attentions, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut juste être au courant et vraiment regarder pourquoi il y a cette attention qui est levée. Donc à chaque fois qu'il y a des logs qui sont déclenchés, ils sont rappelés avec les attentions. Là, on verra que le plus grand bloc disponible du cache, bon, c'est lié au morcellement, à la fragmentation du cache. Donc ça aussi, c'est détecté. Donc il y a beaucoup d'attentions qui sont pour l'instant non paramétrables. Et bon, ça sera le cas en V5. Là, c'est des extraits en fait, de ce qu'il y a contenu dans un rapport. Donc on retrouve des éléments qui sont dans le reprofiler, avec le descriptif précis du processeur, des récupérations de versions des composants et des plugins, l'état de certains sélecteurs, avec toujours en rappel est-ce qu'il y a des logs. Et alors là, par exemple, le sélecteur 90, c'est une nouveauté version récente, qui vous permet de limiter le nombre de logs que vous avez sur votre serveur en exploitation, ce qui permet de créer des logs et de limiter au dernier log ce qui est stocké sur le disque du serveur. Le nombre de formulaires en cache, c'est aussi une nouveauté de la 15R4, il me semble, qui vous permet d'accélérer le traitement de l'exécution de certains tags. Donc en fait, c'est analysé une première fois, et c'est ensuite optimisé au niveau des traitements. Ça concerne le traitement des tags
de KD et d'exécuter formule. Voilà, donc ensuite on récupère à travers les statistiques mémoire un certain nombre de paramètres et c'est un peu cela dont on va faire un certain monitoring. Ça vous permet de voir un peu comment se comporte votre serveur en déploiement. Donc le traitement d'un dossier de rapport. Donc là je rappelle juste, ça c'est dans le cadre d'une procédure stockée que vous déclenchez. Il y a automatiquement la création d'un dossier qui va s'appeler folder reports et qui va être mis à côté du fichier de données. Et c'est dedans que vont se créer les 3 fichiers dont j'ai parlé, plus les autres fichiers complémentaires quand c'est dans le cadre d'une procédure stockée. Alors ensuite, le composant, comme un composant, c'est une base 4D. Donc en fait, vous avez la possibilité soit de l'utiliser en tant que composant, soit directement de l'ouvrir. Je vais vous montrer comment on peut l'ouvrir directement. Quand il est fourni, il n'y a simplement pas de fichier de données. Il est juste généré comme composant. Donc à la première utilisation, vous créez le fichier de données quand il vous le demande, c'est tout. Alors, ça c'est donc l'interface qu'il y a. Alors pour l'instant, le menu est en anglais avec pas forcément des choses très très claires. Donc ça c'est dans le cadre de l'ouverture du composant directement. Vous avez la possibilité donc de récupérer des rapports qui ont été créés sur votre serveur et de les traiter en local pour faire une analyse. Mais vous pouvez aussi, ça j'en ai déjà parlé, avoir accès à partir d'un KD distant au contenu des rapports. Ça, je le montrerai après. Donc là, en fait, pour analyser un dossier, vous allez simplement appeler cette ligne de menu. Et dans ce dialogue-là, vous allez soit naviguer pour sélectionner le dossier, soit vous pouvez directement dropper un dossier avec des rapports existants dedans, ils vont être parsés. Donc à ce moment-là, vous allez avoir un parsing des éléments qui sont, des fichiers qui sont dans ce dossier, et donc le renseignement de colonnes dans une listbox, avec le nombre de rapports et des valeurs minimales et maximales qui sont calculées sur l'ensemble des rapports. Là, je ne vais pas en parler, mais vous avez une case à gauche, une colonne à gauche, qui vous permet de ne pas inclure, en fait, dans les calculs ou dans le graphique, des rapports. Si par exemple, vous avez laissé un vieux rapport de 2014, qui ne vous intéresse pas, vous allez simplement cliquer sur Ignore, et à ce moment-là, il ne va pas être pris en compte. Ça, c'est... Donc la partie visualisation graphique. Donc, l'interface n'est pas vraiment très intuitive, donc je vais juste rappeler un peu ce que ça fait. Donc en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va passer un nouveau process, tous les tableaux qui sont contenus dans le dialogue précédent, et on va faire des calculs sur les valeurs et les mettre dans les polygones, et on va afficher ces polygones. Il y a en fait, vous verrez après le dialogue complet, mais vous avez 3 groupes de valeurs, enfin principalement 2, mais 3 quand même. Les valeurs de gauche vont utiliser l'échelle de gauche. Par défaut, et ça, je vais essayer de montrer, c'est quand vous avez le D, vous voyez un bouton qui s'appelle D à gauche. Donc D, il vaut en même temps pour défaut et double échelle. Et donc par défaut, pour qu'il n'y ait pas une échelle des utilisateurs qui soit trop basse et qu'on voit vraiment la corrélation entre le nombre d'utilisateurs et le nombre de process actifs, ce que je fais, c'est que je fais une double échelle. Donc vous avez avec l'échelle bleue, l'échelle correspondant au nombre d'utilisateurs connectés, et en noir, les 2 autres valeurs. Donc des fois, j'ai des questions sur nombre de tasks. Alors en fait, pourquoi cette valeur ne descend jamais? Donc ça, c'est simplement historique. C'est que ce compteur ne va jamais, va toujours garder les process même quand ils ont été détruits. Donc en fait, c'est assez facile sur le graphique de voir à quel moment vous avez redémarré. Il suffit que ce polygone jaune baisse, et c'est que forcément vous avez eu un redémarrage. Alors ensuite, vous avez les éléments concernant la mémoire. Donc ça, les autres groupes, c'est sur l'échelle de droite.
Donc il y a une double échelle qui est calculée de manière à avoir toutes les valeurs sur le même graphique. Donc vous avez principalement 3 valeurs. La mémoire utilisée, donc en noir, la mémoire libre. Donc on voit que bon, bah, elle peut baisser de manière importante sans que ce soit lié forcément à 4D d'ailleurs. C'est l'activité du système ou des mises en cache de fichiers, ce genre de choses. Et la mémoire virtuelle utilisée. Donc là, on voit par exemple qu'il y a une petite augmentation régulière de la mémoire. Ce n'est pas forcément une fuite mémoire, ça peut être une augmentation d'activité. Et ensuite, l'autre élément qui est analysé, c'est l'utilisation du cache. Donc, pareil, c'est l'échelle de droite. Vous avez une taille de cache. Donc là, ça va s'afficher 1536 mégas. Vous avez ensuite l'utilisation du cache. Donc, au début, forcément, le cache est vide. Il va monter au maximum. Et dès qu'il a besoin, il va purger. Donc, vous voyez cette descente-là. Je ne sais pas si on voit mon curseur. Non, on ne voit pas mon curseur. Donc, vous avez une descente là, il a besoin de rajouter de nouvelles sélections dans le cache. Il va donc faire une purge du cache, normalement, à valeur, enfin, dans les versions actuelles, sur un quart de la taille du cache. Et à ce moment-là, vous voyez qu'il y a une petite fragmentation du cache. C'est ce qu'on appelle la taille, le max free block. C'est qu'en fait, au lieu d'avoir, comme au début, un quart de la taille du cache, puisqu'il y a 4 blocs dans le cache actuellement. Au lieu d'avoir un quart qui est complètement disponible, bah, il va un peu morceler son 4e élément et purger. Et là, il y a à nouveau un flash avec une libération de mémoire vers la fin. Donc, je vais faire la visualisation graphique, mais je vais d'abord parler juste de cas. Donc, nous, on est au niveau du support. On est censé traiter des cas. On a une explication, soit un crash, soit un log du serveur, soit une lenteur, etc. Et donc on demande déjà au début d'avoir un maximum d'informations. Donc on demande au client de vous générer un rapport au minimum pour avoir un maximum de détails sur la configuration, de manière à essayer de récupérer quelque chose. Alors là, c'est un cas qu'on a eu il n'y a pas si longtemps. Donc je vous mets juste dans cette slide le descriptif simplifié qu'il y avait dans Tao. Donc le client en fait utilisait 2 méthodes, une pour créer la procédure stockée et une qui permet de limiter le nombre de rapports que vous gardez dans votre dossier. Donc ça permet, quand cette méthode est exécutée, à chaque fois qu'il y a un nouveau rapport qui est créé, il va vérifier si on ne dépasse pas la limite de 2000, et si c'est le cas, il va effacer les rapports les plus anciens. D'accord ? Donc là, lui, il exécute son serveur en déploiement chez son client, et il dit, j'ai un crash en exécutant la méthode du composant. Donc c'est effectivement pas le but, parce que normalement, ce composant est là pour aider. Donc en fait, il explique qu'il a fait des tests sur ses serveurs à lui, qu'il n'a aucun problème. Donc il réexplique précisément la version. Et il dit, quand je fais l'exécution sur le serveur de production de cette commande, avec le serveur 64 bits, j'ai un crash. Donc il dit, c'est bizarre. Donc on lui demande de tester avec le serveur 32 bits. Il dit, bon, j'ai aucun problème avec le serveur 32 bits. Mais bon, lui, en déploiement, il est en serveur 64 bits, donc on n'a pas trop le choix. Donc il dit, le problème se pose uniquement avec le serveur 64 bits. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça, on ne pouvait pas le savoir avant d'avoir le rapport, mais pour avoir le rapport, il ne fallait pas que ça crache. Donc en fait, on a utilisé le rapport fait en 32 bits. On s'est aperçu qu'il avait vraiment, en déploiement, vraiment une ancienne configuration avec une ancienne version des processeurs. Et avec son AMD Opteron, en fait, il y a une contrainte, on a changé la manière d'exécuter du code en compilé, à partir de la 14R3. Donc en fait, en 14R3, en 64 bits, on va demander à utiliser la librairie, le jeu d'extension SSE4.1. D'ailleurs, c'est maintenant dans vos matrices de certification pour la 15.2 et la 14R5, il me semble. Donc ça a été rajouté, cet élément-là. Donc en fait, moi, simplement, dans mon composant, lui, il était composé en 14R5, donc c'est pour ça qu'il y avait un crash, parce que moi, en 14R5, j'utilisais des commandes genre valeur réelle, division intégrale,
enfin division, oui, intégrale par une autre valeur, et ça, c'était pas supporté si on n'avait pas le SSE 4.1. Donc il y a un petit programme qui permet de vérifier ça, et qui est assez pratique, et qui permet d'avoir aussi d'autres détails sur la configuration. Alors, sur l'implémentation du composant, donc en fait, vous avez dans le process Tao, vous avez la documentation, une base qui s'appelle template, enfin avec un T au niveau du nom de l'archive, où il y a déjà un certain nombre de méthodes proposées qui sont à introduire dans votre base hôte. C'est un peu sauvage, c'est un peu brut. Donc en fait, dans la version 5, on fournira une librairie, ce sera plus propre, et c'est à vous de personnaliser ensuite ce que vous voulez faire avec ces éléments-là. Les réglages, alors pour l'instant, ils sont un peu limités dans la version 4. Donc vous pouvez choisir quel type d'affichage vous voulez par défaut, où vous voulez mettre le dossier folder report, et même vous pouvez personnaliser son nom, et choisir donc le nom maximum de rapports. Et donc vous aurez beaucoup plus de choses. Quelques astuces pour les développeurs. Oui, alors là, je voulais juste vous montrer des petites choses. Donc ça, je vais passer maintenant en mode... pénible ça. Donc, en fait, vous avez la possibilité. Donc, je vais lancer le composant. Alors, comme je suis très courageux, je lance la dernière version de la 15R4, 64 bits sur OS X El Capitan. Donc, vous voyez, mais je sais que ça marche. Donc, j'ai pris celle d'hier. C'est juste pour montrer qu'on commence à avoir vraiment des versions stables. Donc là, je vais ouvrir. Donc j'ai commencé un peu à attaquer une version 5. Donc voilà. Donc en fait, dans le menu, même dans les versions 4, vous avez la même chose. Vous avez la possibilité, par exemple, de récupérer la version d'un exécutable. Donc il faut que j'aille sur le bureau. Il me semble que c'est... Document submit, voilà. Et donc, par exemple, quand vous faites des générations d'applications au client-serveur, il se trouve que vous pouvez très bien avoir des applications générées qui ont été faites pour l'environnement Windows. Et le problème, c'est que sous Mac, voilà, vous dites c'est quoi la version, il n'y a rien, quoi. Donc en fait, ce que fait le composant, c'est qu'il fait comme si c'était une application locale. Il est capable de lire tout ce qui est stocké et disponible sur Windows, c'est-à-dire en fait la version qu'il a générée et même la chaîne que vous avez mis dans l'application. Donc ça, c'est assez pratique parce que quand vous avez besoin de faire le ménage dans vos applications. Donc là, c'est du parsing de bas de fichiers, du fichier exe où se trouve file info, machin truc. Et donc ça fonctionne très bien sur Windows et vous pouvez comme ça récupérer les informations. Sur Mac, c'est simple, vous allez juste récupérer l'info Pélis et là vous avez l'information. Donc c'est pas... Même sur PC, vous pouvez le faire pour les plugins ou n'importe quoi. Donc ça, c'est le premier élément. Ensuite, là, c'est un exemple. Alors ça, je suis désolé, c'est pas dans vos slides, mais c'est juste, ça montre juste comment vous pouvez faire pour détecter si vous avez une fuite de mémoire. Donc vous allez créer en fait des rapports en boucle avec l'exécution de votre méthode. Et on crée une première fois un rapport pour déjà consommer un peu de la mémoire. Et ensuite, on va regarder à travers des rapports s'il y a une évolution de la mémoire consommée. Et ça vous permet, donc à ce niveau-là, vous mettez votre appel à votre bout de code. Et comme ça, en répétition, on voit si après, il y a une fuite de mémoire ou pas. D'accord ? Donc, je vais revenir à ma slide. Donc, ça, c'est... Donc là, on va repartir en mode démo. Donc il y a deux éléments que je voudrais montrer. C'est d'une part la partie graphique, qui n'est pas forcément toujours simple à regarder. Donc c'est dans Document. Donc là, on va prendre des dossiers récents. Donc j'ai expliqué dans les slides que si vous ouvrez le dialogue, ce dialogue-là,
Bon, là, il y a une petite astuce. Là, je suis vraiment en basse résolution, mais ça peut arriver sur pas mal de postes clients. Vous avez la possibilité de réduire le dialogue juste comme ça. Donc, vous cliquez comme ça, il va se limiter. Et donc là, on va juste faire un drop. Et à ce moment-là, pas la peine de naviguer pour aller chercher le contenu. Et donc, vous avez la possibilité d'accéder directement au contenu d'un rapport en double cliquant dessus ou pas. Et donc, vous pouvez voir, par exemple, les minimums, les maximums. Donc là, je vois qu'il y a pas mal d'attention. Donc, je vais... Alors, pour avoir une vision quand même plus facile que simplement en regardant le contenu des colonnes, je vais donc utiliser la fonction graph. Donc là, vous avez en fait une variable image qui contient du SVG. Donc par défaut, vous avez un certain nombre de valeurs, c'est un petit peu confus. Alors déjà, parmi les réglages, j'ai expliqué que vous aviez la possibilité de les paramétrer. Donc vous pouvez par exemple dire je veux avoir une vue par jour, je veux avoir une vue de tous les rapports. Et en général, ce qui est assez pratique, c'est d'avoir cette vue-là. Et puis peut-être que pour une question de visibilité, on va faire Big Label. On va les sauver, on va faire OK. Donc là, si je reviens sur le graphe, par défaut, s'il a déjà été affiché, voilà, il se remet. Donc là, vous avez pas mal de choses qui sont affichées. Donc c'est un petit peu compliqué. Donc ce que j'ai fait en V5, c'est que j'ai juste permis un petit peu... Parce que vous avez les boîtes à cocher là qui vous permettent de dire je veux afficher ça ou pas, mais par défaut tout est coché. Donc là, c'est simplement, ça permet de faire du highlight sur par exemple là, les utilisateurs, le nombre de tasks. Ah, il est vraiment pénible, je crois que je vais couper. J'en ai pas besoin en fait. Donc ça c'est donc là, vous voyez les traits, le trait jaune que je force, c'est celui qui après un redémarrage montre comment ça se passe. Et là c'est pareil. Là, c'est en rouge, et en fait, le groupe des 3 premiers polygones, comme ils sont cohérents entre eux, voilà, je force l'affichage du polygone qui est sélectionné, mais je mets quand même en plus fort les 2 autres de la même paire. Donc là, ça concerne l'utilisation. Là, c'est l'utilisation du cache. Donc, alors, si j'arrive à rester comme ça. Donc là, on voit qu'il y a une montée d'utilisation du cache. Et puis, en fait, rapidement, il va avoir le cache quasiment complet. Donc la taille du cache, là, elle est fixe, elle est à 1500. Et là, on voit que voilà, il remplit pratiquement le cache. Après, il fait un premier flush, il fait un deuxième flush après, etc., etc. Donc, on va voir le comportement. Donc, le comportement du plus gros bloc disponible dans le cache. Donc, au début, c'est bien un quart de la taille du cache. Et ensuite, voilà, dès qu'il a besoin d'utiliser tout le cache, il va être... Ouais, ça, il serait peut-être temps que je le coupe ce truc. Il va donc utiliser le dernier quart disponible. Donc forcément, il va le remplir. Donc cet élément-là va plus avoir autant de plus gros blocs disponibles qu'avant. Et il va souvent être obligé de se fragmenter pas mal et avant de libérer. Donc là, comment on va voir ça, en fait, si ce bouton attention, là je suis désolé, il n'y a pas une grosse aide sur l'interface, c'est dans la doc. Quand vous avez ce bouton qui n'est pas grisé, ça veut dire qu'il y a au moins des attentions. Donc ce que vous faites, vous avez la possibilité simplement d'avoir un espèce de polygone épais rose qui vous donne un niveau. Et pour que ce soit plus lisible, en fait, voilà, vous voyez que là, il y a un nombre d'attentions qui est affiché. Donc on voit que par exemple, à partir de là, sur ce flush-là, ce qui se passe, et donc ça c'est du texte qui est affiché dans le SVG du premier calque, vous voyez qu'il y a déjà des fichiers temporaires qui sont créés. Donc c'est les anciens fichiers cell. Et donc ce qui se passe, c'est que le cache a besoin d'espace pour une nouvelle sélection. Donc ce qu'il fait, c'est que des anciennes sélections, il va simplement créer des fichiers texte avec des manières de les compresser, optimiser. Et il va simplement les créer dans un fichier temporaire. Donc quand vous avez des fichiers temporaires, voilà, il va utiliser ce fichier temporaire pour stocker ses sélections. Donc là, on voit qu'il a été obligé d'en faire. Donc si je déplace, parce qu'on pouvait déplacer comme ça.
Alors là, je suis désolé, les rapports sont en anglais, donc les explications sont en anglais. Et là, vous avez une nouvelle attention, biggest free block in cache, 147 bytes. Donc ça veut dire que si vous avez tout d'un coup une grosse sélection à faire ou quoi que ce soit, bah, le cache, il est déjà assez fragmenté. Et donc, il va être obligé de passer son temps à créer des fichiers temporaires, faire des purges, mais les parties fragmentées ne vont pas se défragmenter miraculeusement. Donc là, vous voyez, vous pouvez le détecter là, et on peut, avec cette version, voir qu'effectivement, ça correspond à un moment où il y a une fragmentation, enfin, il y a un flush qui se fait à nouveau. Voilà, donc là, vous avez la possibilité comme ça d'avoir le détail. Donc là, à créer à nouveau des fichiers temporaires. Donc, vous avez comme ça à plusieurs endroits. Donc, je vais remettre use cache. Vous voyez, là, en fait, à chaque fois, il va en créer de nouveaux. Donc là, il vient de faire un purge. Et donc là, il en a 12. Et puis si on va là, il va en avoir 11. Parce qu'au bout d'un moment, il va quand même en résoudre un certain nombre. Là, il en avait 17. Après, il en purge. Là, il en avait 24. Et puis au bout d'un moment, les anciens, il va les purger. Donc au niveau de l'interface graphique, donc, pour résumer, vous avez la possibilité de définir ce que vous affichez par défaut. Ensuite, vous avez la possibilité de faire des zooms. Et plus intéressant, parce que c'est plus récent. Donc on va quitter ce mode attention, parce que ça mange une partie de l'affichage. Je vous dis, par exemple, je veux m'intéresser à ça. Donc vous avez la possibilité, c'est de faire 2 fois un clic. Et puis vous allez faire majuscule et un clic sur la partie droite. Et à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir un zoom sur cette partie-là, donc ça va être plus facile à lire et d'avoir les éléments. Vous pouvez même refaire l'opération. Donc vous faites voilà, vous vérifiez qu'il ne bouge plus, et vous faites une extension avec appuyé majuscule, et vous faites à nouveau un autre zoom. Et pour sortir des zooms, à chaque fois vous appuyez sur effacement, et vous revenez à la situation d'avant. Donc ça, c'est assez pratique. D'accord. Ouh là là, je vois qu'il ne me reste plus beaucoup de temps. Donc, sur la partie graphique, vous avez la possibilité, juste parce que là, c'est quand même important, update SVG. Si vous appuyez sur majuscule, vous switchez les valeurs qui sont affichées sur la partie mémoire. Donc ça, c'est important à savoir. Et puis là, ça, je vous l'ai dit, vous pouvez passer d'une vue logarithmique, cachée, etc. Donc, je vais arrêter là-dessus. Je vais ouvrir d'autres rapports rapidement. Donc pour ouvrir d'autres rapports, j'ai des exemples. Je vais quand même vous montrer quelques cas. Ça c'est dans des slides, je suis désolé, je n'ai pas les rapports. Donc là, je vais essayer de l'afficher en grand. Donc là, c'est un problème qu'on a eu, et qui est assez typique d'une application 32 bits. C'est que voilà, le serveur, il n'y a pas beaucoup de consommation jusqu'à la date affichée de 9h15. Et puis là, il y a des gens qui commencent à travailler. Et on voit que la mémoire utilisée, et surtout la mémoire virtuelle, donc c'est l'échelle de droite. Hein. Cette échelle-là, on voit qu'elle est déjà à la limite de l'utilisation possible de la mémoire virtuelle. Donc le problème, c'est qu'il y a une fuite mémoire, enfin il y a une consommation mémoire, et au bout d'un moment, donc moi je crée déjà, dès que je sens qu'on va approcher avec une application 32 bits de cette limite, des 4 gigas, je crée déjà une nouvelle attention. Mais après, il faut réagir rapidement parce que là, vous allez avoir un crash dès que la mémoire va dépasser les 4 gigas disponibles en version 32 bits. Donc ça, c'est un cas qu'on peut détecter assez facilement avec le composant. Je crois que sur les autres éléments, je ne vais peut-être pas passer trop de temps parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. S'il y avait une autre la mémoire, voilà, une fuite de mémoire typique. Bon, là, il n'y a pas des rapports tout le temps. Vous avez une utilisation là. Là, vous n'avez plus vraiment d'utilisateurs trop connectés. Vous avez surtout une procédure stockée qui fait quelque chose. Et là, typiquement, là, vous la voyez, la fuite de mémoire. Hein. C'est et sur la mémoire vive et sur la mémoire virtuelle. Vous voyez qu'il y a une grosse consommation de mémoire qui se fait à cet instant-là. Donc, avec ce type de graphique, vous allez pouvoir détecter qu'est-ce qui s'est passé entre cette heure-là et cette heure-là, qui explique cette fuite mémoire. Donc il y a un autre cas que je vais montrer rapidement. Voilà, ça c'est un cas qui est arrivé. C'est qu'il y a eu un blocage sur un traitement de process web à ce niveau-là. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait,
le process web n'arrivait pas à traiter correctement la requête. Donc en fait, à chaque fois, le serveur qui envoyait les requêtes va renvoyer une requête, et en fait, qui décumulait les process. Et donc ça, on a pu s'en apercevoir, parce qu'il y a donc ce qu'on appelle la stack size, qui augmentait. Dans le graphique, avec la même échelle correspondant, la mémoire virtuelle s'est mis à grimper de manière importante. Et puis au bout d'un moment, là on ne le voit pas encore, mais après le serveur il a carrément craché parce qu'il se retrouvait à ne pas pouvoir traiter, il avait un problème de traitement de balises, et voilà, il a craché après. Donc on a différents indicateurs qui permettent comme ça de visualiser ça. Qu'est-ce que je vais montrer rapidement? Je vais ensuite là juste montrer quand même un petit peu la base haute. Donc je vais ouvrir. Donc on va revenir. Donc ça c'est un exemple de base haute. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai introduit donc le composant. Je vais exécuter les méthodes partagées du composant, tout simplement. Donc il y en a une qui est là, qui permet de créer un rapport. Donc toutes les méthodes partagées du composant commencent par un A4D. Elles sont faciles à identifier. Donc là, je crée un rapport. Et qu'est-ce que je fais? C'est qu'en fait, j'ai implémenté donc, dans le template une méthode qui s'appelle A4D Host Attention Report. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a une attention qui est générée à partir du rapport du composant, ce que je fais, c'est que je l'envoie à cette méthode si elle est partagée avec ce code. Et donc, automatiquement, là, au premier appel, je détecte simplement que la méthode existe. Donc là, je vais l'exécuter une première fois, sans rien afficher. Il n'y a rien dans le... Et ça, c'est testé la première fois que je crée un rapport. Je vais juste tester si cette méthode existe dans la base haute. Et là, pour l'instant, il n'y a rien. D'accord. Et là, je rappelle, et comme j'ai déjà généré un fichier d'attention, en fait, là, je passe le contenu de cette attention à cette méthode. Et là, je fais un affichage, mais à vous de l'envoyer à un administrateur ou faire une notification, ou faire ce que vous voulez. Oui. D'accord. Je sais, il faut que je me presse vraiment. Donc voilà, donc l'avantage, c'est que là, vous pouvez directement récupérer au niveau de la base haute assez facilement le contenu de cette attention. Donc ça, pour avoir ce contenu, c'est là. Vous voyez, c'est cette section-là qui est dans le fichier séparé attention. Alors ce qui se passe, c'est que si vous recommencez à exécuter à nouveau le rapport, là, il n'y a pas d'envoi à la méthode base, à la méthode haute Host Attention Reported. Pourquoi? Parce que le contenu de l'attention n'a pas changé. Donc il n'y a pas de raison de vous notifier qu'il y a eu cet élément-là. Alors pour avoir cette fonctionnalité, vraiment, je vous conseille de prendre la dernière version qui est sur Tao, parce que la version qui est sur les disques ne faisait plus appel à cette méthode d'attention si elle existait. Je crois que je suis vraiment un peu en retard sur les slides. Je crois qu'on va... je vais essayer de passer rapidement donc, sur les dernières slides. On va tout de suite arriver sur le Q&A. Donc là, c'était ça, je vous ai expliqué, je vous l'ai montré. Donc là, c'est pas encore totalement défini les nouveautés de la version 5. Je suis en train de récupérer différentes demandes d'implémentation. Voilà. Donc là, vous avez 4 minutes, 4 à 5 minutes. C'est un peu court, donc on vous demande, si possible, dans la foulée, de faire un retour sur ce lien-là. Donc vous allez à summitkd.com et vous faites un vote. Ah, j'ai mon micro qui est tombé. Est-ce que vous avez des questions? J'espère. Oui. Je veux savoir, est-ce qu'on peut l'installer pour un KD client, par exemple, qui Alors là, en fait, quand vous créez le rapport, par défaut, il se crée sur la machine locale, avec l'application locale. Il va simplement récupérer les informations qui ne sont pas disponibles au niveau du poste client sur l'état, le chemin des fichiers de la base, certains réglages. Donc tout ce qu'il a besoin de récupérer sur le serveur, il va le récupérer sur le serveur. Et la première fois que vous allez lancer la création d'un rapport, il va simplement vous demander de choisir à quel endroit vous voulez avoir ce rapport. Et ça, c'est aussi définissable à travers une commande. Vous pouvez très bien, en code, dire au démarrage, je veux définir le dossier local comme étant à cet endroit-là. Donc, si vous le faites avant, la procédure ne va plus vous redemander de choisir et vous pouvez automatiquement, sur démarrage
4D sur un poste client, créer des rapports et avoir les éléments. Oui. Moi j'avais une question, excusez-moi, je ne suis pas très sur 4D serveur sous Windows. Oui. Quand on utilise des services, Oui. est-ce qu'on peut s'en servir mais on n'a pas l'interface, j'imagine. On n'a pas, ça dépend, mais normalement non. En fait, ce qu'il y a, c'est que là, par exemple, dans les rapports, je vous ai montré, je vais juste, je vais essayer de pas trop quitter ce truc-là. C'est détecté, hein, vous avez bien vu, je pense que c'est détecté quand vous êtes sur une machine virtuelle, que ça soit sous Amazon, sous n'importe quoi. Donc, vous avez la possibilité d'avoir, vous avez cette information et elle est bien récupérée. Donc vous savez, même sur le premier rapport, la liste des services. Si par exemple vous avez lancé 10 serveurs 4D en service, sur le premier rapport, vous allez aller avoir la liste de tous les serveurs 4D qui sont en service. Si vous avez d'autres questions. Donc, par exemple, dans ces rapports-là. Je voulais juste, démonstration très rapide, c'est vous montrer que si vous avez beaucoup de rapports, vous avez la possibilité de passer par un blob pour les importer, ce qui vous fait vraiment gagner du temps. Donc, je vais montrer ça rapidement. Donc, par exemple, imaginez, vous avez un dossier avec 1682 rapports, donc ça prend un peu de temps. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que dans le dialogue de comparaison, vous avez la possibilité directement de dropper le contenu de la listbox, et c'est là, il me semble. Et à ce moment-là, c'est directement, au lieu de faire un parsing, voilà. Au lieu de faire un parsing long, vous l'avez directement, et comme vous avez stocké le chemin des dossiers, vous avez directement aussi la possibilité de les récupérer. Si dans les slides, j'ai remis, enfin, normalement, vous avez aussi mes coordonnées. Donc si vous avez d'autres questions que vous n'avez pas eu le temps de voir, de toute façon, c'est rappelé dans le composant. Vous avez mon adresse email. S'il y a des éléments qui vous n'avez pas eu le temps d'aborder ou que vous voulez regarder après avoir testé le composant, n'hésitez pas à me poser des questions. Bon, écoutez, je vous remercie de votre présence.